Je me suis d'abord dit que me faire passer après Yannick Jolin et à midi, au moment où je pense que vous avez faim, sur un sujet qui s'appelle le développement d'une vision transsectorielle des politiques culturelles à travers le prisme des droits culturels, c'est qu'on voulait ma mort. Au final, je suis d'accord, non. Je pense que ça a beaucoup de sens par rapport à ce qu'on a entendu ce matin et qu'il y aurait eu un moyen aussi qui était d'intervenir à chaque fois quasiment pour pouvoir illustrer cette question. Le récit, évidemment, alors il faut que je fasse sur les deux, oui, c'est donc ce sujet-là, juste pour la petite histoire, j'ai toujours des images un peu ésotériques, fumeuses, très intelligentes, ça dépend le point de vue de chacun. Ça, c'est un jeu en réseau. En fait, c'était la façon de jouer aux échecs à distance. Donc, on s'envoyait des cartes postales et on s'envoyait le mouvement de pièces pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est une bonne illustration de pratique et de la façon dont les archives peuvent être importantes, mais aussi comment les choses peuvent arriver jusqu'à la dématérialisation. Et la façon dont ce qui est le plus important dans cette relation, c'est sur un domaine qui est classé dans le sport, hein, puisque les échecs, c'est d'abord dans le sport. Il y a aussi cette question de la relation et des échanges qui sont importants et qui ont quelque chose à voir avec les droits culturels. Donc mon histoire, elle démarre avec cette slide pour ceux qui subissent soit mes conférences, soit mes cours sur les droits culturels. À un moment, comme la plupart des choses qui me sont demandées, en particulier depuis 2015 et 2016, où il y a ce rappel, parce qu'en 2015 et 2016, c'est pas une entrée dans la loi des droits culturels, mais c'est un rappel que la France, depuis 66, a ratifié les droits culturels, et en particulier depuis 82, donc quand ça a été transcrit dans le droit français. On s'intéresse surtout au point 2, donc en général c'est le moment où je bascule sur le point 2, mais toute la démarche qu'on a démarrée en 2012 avec Paideia sur la question des droits culturels dans les politiques publiques, qui était donc en lien d'ailleurs avec l'ADF, puisque Yves Ackerman dont on parlait était le président de la commission culture de l'ADF, donc ce qui nous avait permis de donner cette dimension plus globale qu'une démarche juste liée à une collectivité ou à quelques collectivités. C'était d'abord une analyse de toutes les politiques publiques. Ce n'était pas que la politique publique de la culture. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux politiques sociales, aux politiques d'environnement, on s'est posé la question de la relation aux habitants. Donc c'était l'ensemble de nos politiques qui étaient analysées au regard des droits culturels. Et donc les deux grandes conclusions qui étaient de ce travail-là, c'était d'abord la prise de conscience de la dimension culturelle des divers domaines d'action et d'intervention de l'action publique, la dimension culturelle dans les politiques sociales, dans les politiques environnementales, dans l'économie, dans le tourisme, dans l'aménagement, dans l'éducation, et la nécessité d'un travail interdisciplinaire. Donc c'est surtout, et c'est là où c'était intéressant cette intervention d'aujourd'hui, c'est que finalement on se concentre beaucoup dans la culture, et c'est normal parce que par contre ce point 2, il demande un vrai changement de paradigme dans nos façons de penser la culture et la façon de la mettre en œuvre à travers les politiques publiques. Mais au final, tout ce travail qu'on a fait sur cette période est un peu oublié dans la relation aux autres directions et l'importance de cette dimension culturelle. Et donc je me suis dit que c'était une belle invitation par rapport à la perspective des 6 ans de se dire il faut se remettre au travail là-dessus, il faut remettre des perspectives et il faut se réinterroger là-dessus. Et donc là, je vous propose un petit parcours, mais parce que cette partie-là, elle n'est pas du tout structurée. Je pense que c'est un travail qui est devant nous. Donc peut-être, je pars du principe que vous êtes tous des experts en droit culturel, parce que là, l'objectif, c'est pas de vous les expliquer, mais quand même juste un rappel que cette question, bah, elle rentre dans une histoire qui est évidemment l'histoire des droits fondamentaux. Pour le redire aussi, cet article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc de 48, elle vient aussi de René Cassin, hein, qui avait remarqué, on va dire qu'il l'avait juste remarqué, mais quand même c'était important pour lui, que la façon dont les nazis avaient désocialisé la communauté juive, c'était pas la culture. La première décision qu'ils avaient mis en place, c'était de les exclure de la vie culturelle. Et donc Cassin, quand il y a eu les négociations sur la Déclaration universelle, a fait en sorte d'avoir cet article qui rappelait le fait qu'on est amené à participer à la vie culturelle et que ça fait partie des droits fondamentaux. Et donc là, c'est juste la déclaration de Fribourg, parce que depuis, c'est tout ce travail pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de participer à la vie culturelle et qu'est-ce que c'est les droits culturels. Et donc le rappel que dans le cadre dans lequel on parle, la culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions, les modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc c'est bien dans ces perspectives-là qu'on va se poser. Et donc la question qui peut
se poser à ce moment-là. C'est celle que m'a dit mon président Ackermann quand on s'est lancé dans cette démarche sur les droits culturels en 2012. Il m'a dit, on aura fini la démarche le jour où on pourra faire disparaître la direction de la culture dans la collectivité, puisqu'on aura tellement bien réussi qu'il n'y aura plus besoin de direction de la culture pour pouvoir mener nos politiques culturelles. Il n'avait pas entièrement tort, et en même temps, je pense que ça oblige justement à se poser la question quelle serait une politique culturelle dans une société où la question des droits fondamentaux et une bonne mise en œuvre des droits des personnes serait mis en place. Et je pense que voilà, depuis 10 ans, ça n'a pas été forcément travaillé, que c'est intéressant de pouvoir se reposer cette question. J'ai pas mis la slide, mais un des points qui avait été important dans le travail qu'on avait fait, c'était dans les indicateurs sur les droits culturels, de se poser la question des interconnexions. Donc ça, on le trouve dans toute la littérature, et en particulier dans ce document qu'on avait publié au bout d'un an, qui est de prendre en compte la question de l'interaction, alors des intertemps, des interlieux, des divers inters de ce type-là, qui permettaient d'analyser la richesse d'une activité socio-culturelle. Et en parallèle, cette question des inters nous posait la question que la relation entre les droits fondamentaux, donc on les reverra tout à l'heure, le droit au logement, le droit à l'alimentation, ce qui faisait la bonne mise en œuvre de ces droits, mais c'est un peu dit comme un axiome jusqu'à maintenant, c'est jamais réellement exploré, donc c'est un travail qui est devant nous. C'est la clé interstitielle des droits culturels, ce qui fait que son droit à l'alimentation, son droit au logement, très souvent, ce qui va permettre de l'activer, ce qui va pouvoir permettre de le réaliser, c'est la réalisation des droits culturels. Dans le titre qui est proposé, c'était la question du transsectoriel. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber la transversalité. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Je pense que les notions de transversalité, c'est quelque chose qui nous oblige quasiment à voir le tout dans le tout, à se dire qu'on est un peu partout, que tous les domaines seraient dans un seul domaine ou dans tous les domaines. Et plutôt qu'à l'intersectoriel, moi je préfère, au transsectoriel, je préfère l'intersectoriel. Parce que les droits culturels permettent aussi de rappeler qu'on a besoin de l'expertise de l'autre, et ce qui va être nécessaire, c'est la mise en relation de l'expertise. C'est pas tout d'un coup la culture qui aurait tous les domaines avec lui, ou qui pourrait s'intéresser à tous les domaines. La mise en œuvre des droits culturels dans les politiques environnementales, elle nécessite des experts du domaine environnemental, et que ça va être la question de la relation entre les différents experts qui va faire la richesse de l'expérience et le développement des choses. Donc plus que le transsectoriel, je pense qu'il faut s'intéresser à l'intersectoriel. D'un point de vue management, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui m'avait permis, moi, de pouvoir mener le groupe multithématique qu'on avait sur cette question-là. J'étais avec le directeur de l'environnement, la directrice de la relation aux habitants, des travailleurs sociaux. C'était que chacun était reconnu dans ce qu'il portait dans ses politiques et les expertises qu'il avait. Et c'était bien le travail qu'on menait ensemble qui faisait bouger les lignes. Et ça nous avait permis d'aller plus loin sur les questions des archives ou de la médiathèque, et de mener ensuite des politiques départementales qui prenaient une autre ampleur. Alors, le premier élément qu'on pourrait essayer de se poser après, c'est de se dire c'est bien joli, mais bon, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples pour voir ce que ça donne ? Et donc, je le disais à Eric ce matin, je me suis dit, puisque le sport n'est pas politique, il est peut-être quand même culturel. Donc, on peut peut-être s'interroger sur cette question-là, mais évidemment qu'il y a beaucoup de culture dans le sport. Évidemment que le sport est une pratique totalement culturelle, et qu'il y a des modalités de mise en œuvre et de le vivre qui relèvent complètement des dimensions culturelles. On va faire simple, mais il y a une culture skate. Il y a une culture skate qui fait qu'il y a des pratiques identitaires et il y a des pratiques thématiques qui peuvent se mettre en place par rapport à ça. Il y a on en parlait au petit-déj aussi, le rugby, voilà, c'est un bon exemple aussi de choses qui véhiculent des identités et des rapports sociaux, et qu'il y a quelque chose de cette pratique qui relève pour les personnes d'une identité, d'une vie, d'un patrimoine, d'une mise en relation, qui ne nécessite pas de la garder comme ça, mais qui nécessite aussi de l'interroger et peut-être de faire bouger les lignes. Cette question du sport, elle permet aussi de se dire, mais finalement, le sport, il se réalise grâce à quoi ? Il se réalise parce qu'on a peut-être un terrain et une pelouse qui est une bonne pelouse. On connaît la différence entre peut-être le stade de Ploulésois, puisqu'il ne faut pas dire autre chose, en Bretagne, et puis celui du PSG, qui serait une des plus belles pelouses au monde dans un stade de foot. Donc il y a quand même aussi un rapport à la nature qui est nécessaire pour pouvoir avoir ça. Il y a des connaissances sur le climat ou plein d'autres choses qui permettent d'avoir un rapport au sport et à une réalisation. Là, je regardais, on en parlait aussi ce matin, un exemple à Célestat. Moi, je viens de Mulhouse, je viens du bord du Rhin, d'un club de kayak qui est très ancien et qui a une pratique très ancienne de tous les ans mobiliser les jeunes qui font du kayak pour nettoyer la rivière. Donc là, déjà, ça donne quelque chose qui est assez intéressant, qui est
pour pouvoir pratiquer du kayak, il faut peut-être aussi avoir un respect, une bonne connaissance de l'écosystème dans lequel on est. Et c'est sûr que si demain le changement climatique fait qu'il n'y a plus d'eau, ben, le pratique du kayak va être extrêmement difficile. Donc c'est prendre conscience de la réalité du domaine dans lequel on est et puis finalement accepter que le sport est totalement culturel et qu'il y a donc aussi moyen de le faire évoluer si c'est nécessaire. Le deuxième domaine, puisqu'on le vit quand même depuis quelques années, puis il permet d'illustrer beaucoup de choses, bah, c'est évidemment la question de la santé. Je pense que la médecine, c'est difficile de ne pas la voir comme une pratique culturelle. Une pratique culturelle qui vient évidemment de l'importance de la dimension culturelle des sciences dans notre société, des rapports sociaux, d'organisation. Hein. Les systèmes de soins relèvent aussi de systèmes qui sont totalement culturels. Les systèmes de soins ne sont pas les mêmes dans les différents pays d'Europe, relèvent souvent de cultures religieuses différentes et ils ne sont pas les mêmes sur les continents. Les systèmes de soins sont eux-mêmes dépendants de la réalisation d'autres droits, le droit à l'alimentation, le droit à l'environnement. Ça permet de s'interroger sur des questions, si on prend les migrants aussi, des systèmes alimentaires liés aux migrants, aux organismes, à la façon dont les organismes eux-mêmes sont issus de ces pratiques alimentaires, et de penser les choses de manière peut-être plus globale. Il y a à partir de la santé aussi quelque chose qui est finalement assez intéressant. Dans les négociations du GATT, donc ça c'est pour ceux qui ont connu le siècle dernier, donc qui sont quand même les négociations de l'OMC au niveau international. Il y a la catégorie 95-91, qu'on ne connaît peut-être pas assez, mais qui a pour la première fois mis en œuvre sur le marché mondial la question des biens et services religieux dans des accords commerciaux. C'est ce qui a permis, depuis la fin des années 90, le développement de beaucoup de pratiques de type yoga, de type médecine asiatique. C'est ce qui aussi, on l'oublie, a légitimé un marché qui n'existait pas mais qui était un marché halal. Voilà. C'est à ce moment-là que dans cet accord apparaît le fait qu'on va pouvoir développer des rapports financiers, des voyages halal, tout un marché qui n'existait pas et qui a crispé, on le sait, un certain nombre d'identités. Donc il y a bien quelque chose dans la négociation commerciale et culturelle qui fait que ça peut avoir des impacts sur notre façon d'imaginer la santé. Et aujourd'hui, peut-être faire du shiatsu, du yoga chez nous. Et puis, puisque la question ce matin a été évoquée de la mort et du deuil, ben, autour de la santé, il y a aussi cette question de la mort et du deuil sur lequel la mort est une pratique culturelle. Je pense que la façon dont on a géré la mort pendant le Covid, peut-être beaucoup d'entre vous ont été confrontés à ça, a été d'une violence culturelle absolument incroyable et dans laquelle d'autres sociétés ne l'auraient jamais accepté. Et on a une organisation commerciale, une organisation culturelle de la mort qui fait qu'elle se développe de cette manière dans notre société et qu'elle a besoin d'être réinterrogée. Le troisième sujet pour l'illustrer, c'est l'environnement. Alors, quand je me suis amusé à prendre les pictogrammes, c'était assez rigolo parce que quand j'ai tapé environnement, on me proposait ça, mais on me proposait aussi une éolienne. Donc on voit aussi comment l'environnement est vu sur une pratique humaine et un rapport de l'homme à son environnement. Et donc l'environnement, et ça pose évidemment dans les droits culturels, souvent quand on en parle, on le dit, pour défendre son environnement, il faut connaître son environnement. Hein. On n'arrivera pas à défendre l'environnement et à avoir un impact sur nos incertitudes environnementales si on ne connaît pas son environnement. On sait que la façon dont l'agriculture s'est industrialisée en France dans les années 60, ça a d'abord été de détruire les savoirs, les cultures que les agriculteurs avaient et qui permettaient un certain écosystème et un maintien de la vie. Dans l'impact des droits culturels, j'explique toujours sur les changements de politique culturelle. Donc, ces politiques, on passe des besoins aux capacités, et donc on a besoin de penser autrement. Et je suis obligé de le faire très vite. Donc, pour pouvoir l'illustrer, j'utilise cette image dans le développement qui est la question de quand quelqu'un a faim, est-ce qu'on lui donne du poisson ou est-ce qu'on lui apprend à pêcher, hein. Dans cette idée que pour pouvoir peut-être apprendre à pêcher, il faut peut-être d'abord ne plus avoir faim, donc peut-être donner du poisson. Donc dans ces politiques, il y a aussi des échelles de temps à prendre en compte. Mais donc les droits culturels, c'est d'abord poser cette question des capacités et donc d'apprendre à quelqu'un à pêcher. Moi, ça fait quelques mois que je suis extrêmement énervé parce que dans les questions d'incertitude environnementale, cet exemple, il est souvent dit ah oui, mais alors encore, pour pouvoir apprendre à pêcher, faudrait-il encore qu'il y ait du poisson. Mais apprendre à pêcher, c'est apprendre comment il y aura toujours du poisson. C'est aussi apprendre comment ces pratiques ont un impact sur l'eau, sur l'environnement, et que demain, peut-être, il n'y aura plus d'eau, ou que si je pêche trop, il n'y aura plus de poisson. Donc, permettre à quelqu'un de développer ses capacités, c'est aussi comprendre quels sont ses actes et dans quel système il se met en place. Donc, cette question de l'environnement, ça nous pose, nous, dans l'action culturelle, de comment on donne
moyen aux gens de comprendre leur environnement, comme quand on fait un GR par exemple, dans quel endroit on vit, de pouvoir se l'approprier, de comprendre les différents éléments d'écosystème qu'on trouve autour et savoir se projeter à partir de sa culture. Il y a une conférence que j'avais vue il y a 25 ans quand j'étais étudiant, d'un géographe anthropologue, je ne sais pas trop ce qu'il était, mais à mon avis il était les deux, qui nous expliquait comment un même paysage, il avait pris les volcans du Massif central, donc il nous le montrait, n'était pas vu de la même manière par 4 personnes. Parce que ces volcans, si on était conducteur de 4x4, si on était agriculteur, si on était chasseur ou si on était randonneur, quand on le regardait, on ne voyait pas le même paysage. Parce que quand on fait de la randonnée, on regarde le paysage en regardant par où on pourra se promener. Et si on fait du 4x4, on regarde le paysage en voyant comment on passe avec le 4x4. Donc comment on a cette identité, comment on a cette vision et comment on va pouvoir la mettre en interaction avec les autres. Un bon exemple sur le travail que nous, on avait mené de façon intersectorielle, c'était la direction de l'environnement avait un événement qui était dans les jardins ouvriers de la ville de Belfort. Et évidemment, ils étaient dans une politique de besoin qui pensait par le haut. Et suite au travail qu'on avait fait, ils s'étaient rendu compte que plutôt que de vouloir faire comprendre l'environnement aux gens qui étaient dans ces jardins ou des pratiques de jardin particulières, ces jardins étaient composés d'une multitude de nationalités qui exploitaient leurs jardins ouvriers avec des techniques complètement différentes que eux-mêmes ne connaissaient pas au service environnement. Et donc à partir de là, ils avaient complètement changé leur méthode sur leur événement. Et ils s'intéressaient beaucoup plus au savoir qu'étaient porteurs par tous ces jardiniers. Ils les mettaient en relation et ils les capitalisaient. Donc ça, cette question des droits culturels sur des politiques d'environnement, c'est un exemple de la façon dont on l'avait travaillé. Donc ça c'est pour dire que si les droits fondamentaux, si tous les droits sont interconnectés, si chacun des domaines et de nos politiques sont interconnectés, c'est le début de comprendre qu'évidemment une politique de sport est liée à une politique de santé, est liée à une politique d'environnement, mais qui vont eux-mêmes certainement être liés à une politique d'éducation et de santé, tout en étant liés à l'alimentation et le transport. Donc de regarder comment chacune de ces politiques sont interconnectées, pas transversales, et comment on va pouvoir les connecter justement grâce à la mise en œuvre des droits culturels. Donc c'est là où il va falloir rentrer dans l'appréhension de dimensions culturelles de chacun de ces domaines et de ces politiques, d'analyser la mise en œuvre des droits culturels à l'intérieur de ces politiques et chez les parties prenantes qui peuvent être en lien dans chacun de ces domaines. Ça va plus être ça va être la question de regarder les parties prenantes dans la santé, dans l'environnement, et de regarder quel type de relations et d'analyses partagées on va pouvoir mettre en place. Et donc petit à petit penser et mettre en œuvre ces interconnexions. Donc ça c'est un dessin de Dan Parjovchik, un artiste roumain qui est quelqu'un d'assez incroyable, qui a une pensée très forte, qui était un artiste majeur de la Documenta cette année à Cassel. Cette question donc, de la transversalité, de l'interconnexion des politiques, de la façon dont les droits culturels vont pouvoir s'y mettre, c'est évidemment donc revenir aux droits fondamentaux. Hein. Là, on s'intéresse aux droits culturels, mais ça va être de repenser l'ensemble des droits. C'est toujours la même question. Je ne la pose pas, mais qui a lu réellement la déclaration de 48 et connaît l'ensemble des droits fondamentaux tels qu'ils sont décrits dans la déclaration de 48 ? En général, pas grand monde, mais c'est quand même se réintéresser à ce qui est dedans, qui va nous permettre de nous intéresser à la liberté d'expression, au droit d'association, à la vie politique, au droit à l'alimentation, le droit au loisir, et donc de regarder quelles sont les dimensions culturelles de ces différents droits. On s'est intéressé, là j'ai repris dans mes notes aussi à l'époque, comment dans chacun de ces droits on pouvait interroger dans une activité culturelle comment on s'intéresse au droit au travail, au droit de participer à la vie politique, comment on s'intéresse au droit à l'alimentation. Moi j'ai beaucoup d'artistes qui me racontent à quel point ils ne le disent pas comme ça, mais leur droit à l'alimentation est massacré quand ils sont en tournée, quand ils arrivent dans des lieux où on leur donne des plats dans des plateaux qui ne sont pas du tout équilibrés. C'est un droit à l'alimentation à l'artiste qui est refusé. Quand ils arrivent dans ces mêmes lieux, que ces plateaux leur sont donnés et qui ne rencontrent aucune personne de l'équipe qui les reçoit, c'est aussi un droit à la liberté d'association qui est bafoué par ça. Donc c'est à un moment où on doit s'interroger, nous, dans la façon, dans nos activités culturelles, artistiques ou scientifiques, ces différents droits sont mis en œuvre, mais c'est aussi maintenant d'aller s'intéresser dans le droit du travail, quelle est la dimension culturelle du droit au travail et comment on le met en œuvre.
enfin, la conférence, la préparation à la conférence, ça m'a amené sur cette dernière slide, qui est, je vous disais, là, on est arrivé à ce point qu'est de dire il faut prendre en compte cette dimension culturelle de toutes les politiques publiques, et à terme, c'est une transformation de nos politiques publiques de la culture. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on l'aborde surtout sur cette question de transformation des politiques de besoin en politiques de capacité. Là, je suis en train de lire un livre d'Alain Carlan sur les questions d'éducation artistique. Et en même temps, j'ai assisté à une conférence, enfin c'était un atelier conférence d'un groupe d'artistes. On finance depuis quelques années avec la Fondation de France Grand Est à Belfort une école d'art, qui est une école plutôt prépa pour les grandes écoles, où ils étaient venus au début pour avoir une aide habituelle culture de la part de la Fondation de France. Et je leur ai dit qu'il faudrait réfléchir autrement avec nous. Et ils sont finalement intéressés à notre programme transition environnementale, et ils ont intégré dans l'éducation et la préparation des jeunes qui vont intégrer les écoles d'art un jardin. Et c'est devenu un enseignement obligatoire pour les futurs artistes d'aller jardiner et de s'occuper de ce jardin toutes les semaines. Ils ont 3 heures minimum. Et au final, ça a complètement transformé l'école, et aujourd'hui, c'est en train de lui donner d'autres dimensions. Alors les gamins entre eux sur Internet se passent le mot et donc choisissent plutôt cette école parce qu'elle a cette dimension-là. Mais c'est en train d'ouvrir l'école sur d'autres domaines. Et là, ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux sur la suite. Et donc, ils faisaient ce workshop avec ces artistes. Et donc, ça résonnait entre Carlan qui repose cette question, ok, Schiller, Kant, qui pose la question de l'esthétique comme projet politique et un moyen de créer une évolution politique de nos sociétés. Et ces artistes qui posaient cette question, puis c'est à Belfort en 47, suite à la guerre. On mange pas, on n'a pas d'énergie, il faut trouver un moyen de survivre dans ce moment-là. Belfort 2047, si avec les problèmes de changement climatique, comment on s'organise pour pouvoir avoir de l'énergie, pour pouvoir manger, et quel est le rôle d'une école d'art dans ce système. Et à un moment, il nous posait cette question, finalement, une école d'art, aujourd'hui, c'est une école d'art de quoi, sur quoi elle doit travailler. Moi, j'avais intégré le comité culture de la Fondation en 2012, quand c'était Bruno Latour qui en était le président. Donc évidemment, Bruno, il avait posé cette question, dans toute cette question de son rapport à l'art, des arts politiques. Il a réintroduit cette question de mettre à l'épreuve la question des arts politiques. Et là, ils essayaient d'aller un peu plus loin en se posant la question de est-ce que demain, il ne faut pas se réintéresser à l'art de rencontrer, de se rencontrer, aux arts ménagers, aux arts du bouquet, aux arts thérapeutiques, aux arts ménagers. Et peut-être dans cette réflexion qu'ont portée ces artistes, il y a peut-être quelque chose qui nous dise d'une pensée qui doit être réintroduite dans l'objectif de nos politiques culturelles. Merci.